Bon, alors aujourd'hui, on va commencer avec le membre inférieur et le livre de référence est le Grey Anatomy. Le Grey Anatomy, avant de commencer avec un chapitre, comme le membre supérieur, le membre inférieur, le thorax et des coups, il commence toujours par un chapitre qu'il appelle vue globale, qui est en quelque sorte une vision générale qu'on va étudier. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va commencer avec la vue globale. Bon, mais je sais pas, petit hommage au le point de Viagra. C'est une difficulté de monter. Cette présentation va être enregistrée et je vais vous donner le lien pour pouvoir la trouver après. La complication quand on vient de commencer pour l'anatomie, c'est d'arriver à comprendre ce qui est écrit dans le livre et surtout arriver à mettre ce qui est dans le schéma, ce qui est dans le livre, de faire en sorte que ce qui est dans le livre de retransmettre ce que tu lis dans le livre sur le schéma. Voilà. Donc, tu as l'introduction et dans l'introduction, on parle d'abord de la première partie et ça se réfère à la figure 6.1. On dit que le membre inférieur est directement attaché au squelette axial par l'articulation sacroiliaque et par de solides ligaments qui unissent l'os coxal au sacrum. Il est séparé de l'abdomen du rachis du périnée par une ligne continue. Donc, à la figure 6.1, ici, on voit bien que, voilà, au commencement du membre inférieur, tu as le bassin, et dans ce bassin, et là, tu as une ligne rouge, qui est une ligne continue. Donc, cette ligne rouge, elle montre la frontière entre, de ce côté-là, la racine du membre inférieur, et de ce côté-là, les autres parties du corps. Et on vous dit quelles sont ces différentes parties. C'est à Waldo. On dit que le membre inférieur, il est séparé de l'abdomen, ok, du rachis, ok, et du périnée, donc partie qui est en bas là, ok, par une ligne continue. Et on va voir ces trois parties. Et français, c'est comme ça. Ça, bon, on a avant, c'est parler d'abord. Donc, il parlait d'abord de l'abdomen. Donc, on va voir quelle partie de la ligne continue qui sépare la racine du membre inférieur de l'abdomen. Donc, il parle de cette ligne qui s'étend du tubercule pubien, ok, à l'épine iliaque antéro-supérieure. Hop, ça. Se continue le long de la crête iliaque, voici la crête iliaque, jusqu'à l'épine iliaque postéro-supérieure, qui est ici. Ok. Séparant, et cette ligne-là va donc séparer le membre inférieur des parois antérieures latérales de l'abdomen. La première partie. Deuxième partie de la ligne, elle descend entre le massif iliaque postérieur et la face dorso-latérale du sacrum. C'est ça. OK? Jusqu'au coccyx. OK? Séparant le membre inférieur des muscles spinaux. Ensuite, cette ligne-là qui va partir du coccyx, elle rejoint le bord interne de la tubérosité ischiatique. OK? La branche ischio-pubienne et la symphyse pubienne, donc ici, la symphyse pubienne, séparant le membre inférieur du périnée. Donc, maintenant qu'on a donné les limites du membre inférieur, on continue. Le membre inférieur comporte la région glutéale et la région pleurale, et donc c'est figure 6.2, il y a la figure 6.2, qui comporte la région glutéale, ici, la région pleurale aux cuisses,
il y a une partie postérieure et une partie. OK? La jambe et le pied. La division en régions dépend des principales articulations et repères cutanés précis. Ainsi, la région glutéale, elle est postérolatérale, située entre la crête iliaque et le pli cutané glutéal qui détermine la limite inférieure de la fesse. Ensuite, la cuisse maintenant, dans sa partie antérieure, est située entre le ligament inguinal, comme on le dit ici, le ligament inguinal, et entre le ligament inguinal et l'articulation du genou. Et sa partie postérieure est plus haute. Elle va du pli idéal au genou. La jambe est située entre le genou et la cheville et le pied prolonge la cheville. Vous pouvez pas tirer par les limites de la racine inférieure. Et maintenant, on a dit la constitution par région. Et on continue. OK? Le trigone fémoral, le trigone de Scap, je vous montre ici. La fosse poplitée et la face postéro-interne de la cheville sont des zones importantes de transition traversées par les structures vasculaires, nerveuses, calineuses, essentielles. Donc, je citais trois, ça, les zones de transition. Maintenant, tu as une question, tu peux soit me poser la question, soit le faire en chat. Nous allons parler un petit peu, faut-il développer sous trois régions ça. Dans le trigone fémoral, qui est une dépression en forme, de forme pyramidale formée par les muscles de la région proximale de la cuisse et par le ligament inguinal qui constitue la base du trigone. Donc ça, ce sont les muscles qui forment, puisque la base, c'est le ligament inguinal. La vascularisation majeure du membre inférieur est l'un des nerfs essentiels du membre inférieur, qui est le nerf pectoral, venant de l'abdomen, pénètre dans le trigone en passant sous le ligament. Ça. En arrière du genou, on a la fosse poplitée qui a la forme de losange. Et on appelle la forme de losange, délimitée par les muscles de la cuisse et de la jambe. Les principaux vaisseaux et les nerfs passent de la cuisse à la jambe, traversant la fosse poplitée. La plupart des nerfs, des vaisseaux et des tendons qui vont de la jambe au pied passent à travers une série de canaux regroupés sous le nom de canal carpien à la face postéro-médiane de la cheville. Les canaux sont formés par le squelette et une structure particulière du modèle fibrose pour appeler le rétinaculum, des fléchisseurs qui maintiennent les tendons en place. Donc, ça a été l'introduction. Donc, on va continuer avec les à quoi sert, quelles sont les fonctions principales, pardon, de, du membre inférieur. Donc, la première fonction, c'est le support du poids du corps. La fonction primaire du membre inférieur est de supporter le poids du corps avec un minimum de dépenses énergétiques. Ça veut dire que faut qu'à camper, il faut pas dépenser trop d'énergie. Autrement dit, faut que ça fait sans pour pas gagner muscle qu'à contracter. Ouais? Parce que si muscle toujours contracter, on va perdre un paquet d'énergie. Donc, la fonction primaire du membre inférieur, c'est non seulement de supporter le poids du corps, mais avec un minimum de dépenses énergétiques. Donc, en position verticale, le centre de gravité est situé en avant du bord intérieur de la vertèbre S2. En avant. S2, c'est la deuxième vertèbre sacrée. Et au niveau du pelvis.
La ligne verticale, les hanches et les genoux étant en extension, tracé à partir du centre de gravité est très légèrement postérieur aux articulations de la hanche, légèrement postérieur aux articulations de la hanche, et antérieur, il passe en avant, OK, aux articulations du genou et de la cheville. Cette ligne verticale se projette au niveau de la surface presque circulaire formée par les pieds sur le sol. Les ligaments de la hanche et du genou forment, et les ligaments de la hanche et du genou et la forme des surfaces articulaires, notamment des genoux, permettent ce qu'on appelle le verrouillage. C'est l'articulation en station verticale, réduisant la dépense énergétique musculaire qui serait nécessaire au maintien de la position verticale. Autrement dit, ça, les verrouillages, c'est que l'on campe le pied, OK? Articulation, va plus ou moins bloqué en position verticale. Et il y a des animaux chez qui le phénomène de blocage, de verrouillage, est tellement important que bête lui-même, il parle de l'animal en question, ok, peut dormir debout. Et alors, quels animaux, d'après nous, est-ce que nous pouvons répondre à ça? Quels animaux qui, justement, a dormi debout et pour qui ça a dormi debout? Et on a nous deux qui répondent? Et ben, on va parler. À boîte, c'est même celui qui l'a eu l'autre année. À boîte, Passez ces questions. qui, normalement, l'eau campe Passez debout, ces questions. qui animaux qui pas couché pour dormir. Le dormir, il dormit debout. Vous voyez qui fait ça? Ce sont ce qu'on appelle les onguligrades, bien les équidés, gazelles, cheval, ok? Bête ça, leur abdomen, il n'y a pas qu'à coucher. Parce que bête ça, ils font partie de la base de l'échelle de nutrition. Au paquet aux bêtes, les lions, par exemple, qui, ou un paquet de lions, comme les prédateurs, qui peuvent manger bête ça. Donc, bête ça, il n'y a pas qu'à dormir couché, de dormir campé. Donc, le phénomène de verrouillage que nous avons là, en position debout, est beaucoup plus exagéré, beaucoup plus développé, c'est le terme ça, beaucoup plus développé chez ces animaux pour leur permettre de dormir debout, pour ça, le prédateur a fini et va courir rapidement. C'est ce qu'on appelle le phénomène de verrouillage. D'autant plus que si, par exemple, si mon a mouru, un cadavre, et que le cadavre bénéficie d'une momification euh, spontanée. Autrement dit que si le cadavre là fin mai, si vous êtes bien embaumé cadavre là, et que vous trouvez tout microbe qui a fait cadavre là pourri, ça a privé, au lieu pour chair à pourri, chair à plutôt desséché. Donc, pour poisson salé, pour harançon. Ok? Et cadavre en reine. Parce que nous sommes jamais ouais sur TikTok, qui te montré un cadavre, une fille qui était morte, et comme petite qui vient mourir après, donc, il ouvre ses cœurs là pour tirer fille, pour pas cadavre pour mettre des petits mounons, puis il saisit, ouais, pour fille à dessécher, et puis le remettre le campé, l'appuyer sur lui, il est tout campé. Puis c'est tout à fait normal. C'était le phénomène du verrouillage qui était exagéré lorsque le corps est desséché. Locomotion. Donc, on voit les fonctions. On a vu, les première fonction que l'on dévoile, c'est support du poids du corps avec le phénomène de verrouillage. Deuxième partie que nous parlons de la Kounia,
c'est la locomotion. Donc, une seconde fonction majeure du membre inférieur est de permettre au corps de se mouvoir dans l'espace, de bouger. Cette fonction implique la participation des mobilités de toutes les articulations du membre inférieur, poser le pied sur le sol et assurer le mouvement du corps par rapport au pied. Les mouvements de la hanche sont donc pour que les membres inférieurs marcher. Et c'est ça fait que, ou une articulation qui va le permettre de marcher et ça explique tout mouvement pour ouais, l'articulation. Ainsi, les mouvements de la hanche sont la flexion-extension, l'abduction-adduction et les rotations médiales et latérales et la circonduction. Donc ici, ouais, flexion-extension, flexion, ça porte le fémur en avant, extension en arrière. OK? Bon, ici, il y a une abduction. Abduction, ouais, abdiquer. Abdiquer veut dire s'éloigner du pouvoir. Donc là, ouais, abduction, en fait, et dans le sens contraire, l'adduction. Et, mais si le bassin, ça c'est si le bassin est fixe. Voilà, grandir pour nous et bien. OK? Donc, si le bassin est fixe, à ce moment-là, c'est le fémur qui va bouger. Et de l'autre côté, si le bassin, si le fémur est fixe, à ce moment-là, c'est patient qui va le boucher. C'est ça qui révèle le déhanchement. Et autre mouvement que nous avons, c'est la rotation. OK? Première rotation qu'on gagne, c'est la rotation interne, encore médiale. Pointe-pied, si vous regardez en bas, le pointe-pied aller en dedans. Est-ce que la rotation externe ou un pointe-pied aller en dehors? Et qu'on y a, OK, la combinaison de tous ces mouvements permet au pied de faire un cercle. Il a son rond, un cercle. Et le pied a son cercle, on va appeler ça la circonduction. Au niveau du genou, on va avoir les mouvements de flexion-extension. Au niveau de la cheville, OK, on va avoir, et plutôt, au lieu de parler de flexion-extension au niveau de la cheville, flexion dorsale ou dorsiflexion, flexion plantaire ou flexion plantaire. OK? Donc, tout ça pour nous marcher. Donc, au cours de la marche, de nombreux éléments anatomiques du membre inférieur contribuent à réduire les modifications du centre de gravité et ils réduisent la quantité d'énergie nécessaire pour assurer la marche et une déambulation efficace et régulière. Ces variations sont la bascule du bassin dans le plan frontal, la rotation du bassin dans le plan horizontal, les mouvements des genoux vers la ligne médiane, la flexion des genoux et les interactions complexes des hanches. Okay? Donc, on parlera ça de façon plus détaillée lorsqu'on va faire le cours en présentiel. Rappelez aussi qu'au niveau de l'église, on a une salle de classe, c'est presque une fois que le paraît, à ce moment-là, je pourrais mieux vous expliquer ça en présence. Donc, on a vu les fonctions, maintenant on continue avec les éléments anatomiques. Et parmi les éléments anatomiques, on a le squelette et les articulations. Donc, les os de la région lutéale et de la cuisse sont l'os coxal et le fémur. La tête fémorale en forme de sphère et l'acétabulum, c'est ce qu'on là, forme l'articulation de la hanche. Par la grande pour ici nous avons l'articulation de la hanche. Et avec la tête fémorale et l'acétabulum. Bas, le fémur est l'os de la cuisse. Son extrémité distale forme une articulation portante qui supporte le poids du corps majeur en s'articulant avec le tibia au niveau du genou. Elle s'articule aussi en avant avec la patella. La patella est le plus important sésamoïde. Sésamoïde salié, c'est un os qui se développe dans l'intégrité de la tendon. Son os pourrait en dans tendon. OK? Et donc, la patella est le plus important sésamoïde du corps et est incluse dans le tendon du quadriceps. L'articulation entre le fémur et le tibia est la principale
articulation entre le fémur et le tibia est la principale articulation du genou, mais l'articulation entre le fémur et la patella partage la même cavité articulaire. Bien que les principaux mouvements du genou soient la flexion et l'extension, l'articulation du genou a aussi des petits mouvements de rotation du tibia par rapport au fémur. Et cette rotation du tibia contribue au verrouillage du genou lorsqu'il est en extension complète, notamment dans la station 2. Donc, ça, nous pouvons le tibia, nous pouvons le genou, nous pouvons le petit mouvement ça. Mais nous pouvons le mouvement ça déjà signalé sur YouTube, ok, sur la chaîne qui est Anatomie 3D. Vous pouvez chercher Anatomie 3D et puis vous avez Lyon, Lyon. Anatomie 3D, Lyon. Ok? On verra ça. De toute façon, après ce chapitre, ça, on va le sous-site ensemble pour nous voir qui j'aime nous ouais ça. Donc, la jambe comprend deux os, le tibia et la fibula. Le tibia qui est le plus important que la fibula qui est latérale, c'est l'os porteur et la fibula qui ne participent pas à l'articulation du genou et forment la partie externe de la cheville. À son extrémité supérieure, la fibula s'articule avec la face inférolatérale de la tête du tibia. Donc, c'est articulation tibio-fibulaire supérieure. Le tibia et la fibula sont unis sur toute leur longueur par une membrane interosseuse qui n'est pas montrée dans le schéma et à leur extrémité distale par l'articulation tibio-fibulaire inférieure qui autorise une mobilité légère entre les deux. Les surfaces distales du tibia et de la fibula délimitent une cavité profonde qu'on appelle, c'est tico-sacromiana, la mortaise. OK? La mortaise tibio-fibulaire. La cheville est formée par, par cette cavité par un os du tarse qu'on appelle le talus. Talus veut dire petit tas, petit mode, qui comble la cavité. La cheville a son maximum de stabilité en dorsiflexion. Et puis après ça, donc on a vu le bassin qui est le scoxal, on a vu la cuisse, le squelette de la cuisse qui est le fémur, on a vu la jambe qui contient deux os, un os porteur le tibia et un os non porteur la fibula. OK, on a vu l'articulation du genou qui va avoir le plus gros os sésamoïde qui est la patella. Maintenant, on nous arrive au niveau du pied. Les os du pied comprennent les os du tarse, les métacarpiens et les phalanges. OK? Donc, voilà, quand il y a un petit nouvel qui vient, on a le tarse, le tarse, les métacarpiens et les phalanges. Les os du tarse sont disposés en deux rangées avec un os intermédiaire. Donc, il y a une première rangée là et deuxième rangée et puis un os intermédiaire. Entre les deux rangées sur le bord médial du pied. L'inversion et l'éversion du pied sont obtenues par la torsion du pied, portant la plante du pied en dedans ou en dehors. Ce sont des mouvements qui se situent dans les articulations situées entre les os du tarse. Les articulations tarso-métatarsiennes unissent les os du tarse et les métatarsiens, le tarse et les métatarses, tarso-métatarsien. Okay? Elles unissent les os du tarse aux métatarsiens et permettent des mouvements réduits de glissement. Les mouvements indépendants des métatarsiens sont limités par le ligament métatarsien transverse profond qui unit les têtes métatarsiennes. Ça fait que, vous mettez les pieds au sol, tout pied va gagner. Il est ferme. OK? Donc, qui unit les têtes métatarsiennes distales au niveau des articulations métatarso-phalangiennes.
entre le métatarsien et la phalange. Ce qu'on appelle articulation métatarso-phalangienne, et nous avons un ligament qui kembe tout ensemble. Ok? Il y a un métatarsien pour chacun des 5 orteils, et chaque orteil a 3 phalanges, à l'exception de l'hallux, c'est-à-dire le pouce, aux orteils qui n'en a que 2. Les articulations métatarsio-phalangiennes permettent la flexion, l'extension, l'abduction et l'adduction des orteils, mais la mobilité est plus réduite qu'au niveau de la main. Les articulations interphalangiennes sont des articulations charnières permettant la flexion et l'extension. On continue avec le squelette du pied. Les os du pied ne sont pas dans un seul plan, pas plat. Ok? Donc, les os du pied ne sont pas dans un seul plan qui leur permettrait de se reposer à plat sur le sol. Les métatarsiens et les os du tarse forment 2 arches. Ok? Une arche longitudinale et une arche transversale. OK? L'arche longitudinale sur le bord médial, du côté du pouce de la luxe, est plus grande que, est la plus grande. Là, on a l'arche longitudinale du côté du bord médial, 2 phalanges, donc on est bien du côté de la luxe. Tandis que du côté latéral, il est moins prononcé. Les arches sont souples, sont maintenus, donc arche, ça c'est ressouvé, et sont maintenus par des muscles et des ligaments. Elles absorbent et transfèrent des forces durant la marche et la station de. Donc ça, c'était le squelette du membre inférieur. Bien, on va le traverser au niveau des muscles. Donc, dans la région glutéale, les muscles sont de façon prépondérante des extensions, c'est-à-dire que ils permettent aux cuissons aller en arrière. En plus, leur action sur la cuisse, le bassin étant fixe, en plus de leur action sur la cuisse, le bassin étant fixe, ces muscles contrôlent le mouvement du bassin lié à la fonction du membre inférieur, soit autant d'appui, soit autant de suspension durant la marche. C'est un petit peu compliqué parce que ça, comme tu as fait avec la vidéo, comme je le dis, on parlera de ça mieux. J'espère la semaine prochaine parce qu'on pourra faire en présentiel. Les principaux fléchisseurs larges qui vont porter la cuisse en avant, OK? C'est le muscle iliopsoas, le muscle glenoid et le muscle iliaque, ne s'insèrent pas dans la région glutéale pour la cuisse ou à la cuisse, mais viennent de la paroi postérieure de l'abdomen et passent sous le ligament inguinal pour se fixer à l'extrémité supérieure du genou. Donc, c'est lui-même qui permet tout, les cuisses en en avant. OK? À la cuisse, on distingue, donc, tout ça, on fait maintenant compartiment. À la cuisse, on distingue 3 compartiments musculaires, et médial, adducteur de la hanche, antérieur, extenseur du genou, et postérieur, fléchisseur du genou. La plupart des muscles du compartiment médial agissent sur la hanche. Ok? Donc, au niveau de la cuisse, vous avez 3 compartiments, compartiment antérieur, compartiment médial et compartiment postérieur. La plupart des muscles du compartiment médial agissent sur la hanche. Les muscles du compartiment postérieur, les ischio-jambiers, agissent comme des extenseurs de la hanche et comme des fléchisseurs du genou, car ils s'insèrent à la fois sur l'os coxal et l'os de la jambe, puisque les muscles du compartiment antérieur, quadriceps et oral, sont essentiellement des extenseurs du genou. Au niveau de la hanche, on va retrouver encore les 3 compartiments, antérieur, postérieur et latéral. Les muscles du compartiment latéral, encore appelés compartiment fibulaires, sont des éverseurs du pied, c'est-à-dire qu'ils portent la paume du pied en dehors,
Les muscles du compartiment antérieur fléchissent dorsalement le pied, donc ils permettent de marcher sur les talons, tandis que les muscles du compartiment postérieur permettent la flexion plantaire, donc à permettre de marcher sous pointe-pied. Un de ces muscles peut aussi fléchir le genou par ses attaches supérieures du fémur. Les muscles spécifiques de chacun des trois compartiments de la jambe fournissent des supports dynamiques. Donc, ça fait que pied à creux, son paquet de muscles et l'alvéole nous fait partie. Ensuite, nous avons dans le pied des muscles qui sont entièrement situés dans le pied. Il y a des muscles intrinsèques qui modifient les forces et les fonctions des tendons allant aux orteils venant de la jambe. Ils assurent un support dynamique à l'arche longitudinale. Donc, ils même permettre pied à arrêter creux du pied lors de la marche, particulièrement lors de l'élévation du corps en avant sur le membre d'appui, juste avant que les orteils quittent le sol. Donc, oui, on a vu globalement constituer le membre inférieur. Oui, on va voir les rapports avec les autres régions. À la différence du membre supérieur, où la plupart des éléments neurovasculaires vont du coup au membre supérieur à travers un unique chemin, au membre inférieur, il y a quatre entrées et sorties principales entre le membre inférieur, l'abdomen, le pelvis et le périnée. Donc, je dis que pour le membre inférieur, ça sortit dans le bassin, il y a des éléments, que ce soit des nerfs, des vaisseaux, des muscles, qui sorti dans le bassin, qui parle dans le membre inférieur. De même que, essayer de structurer pour aller. Et tout ça, c'est un côté global. C'est global. Le soutien à la. Donc, OK, il y a quatre entrées et sorties principales entre le membre inférieur, l'abdomen, le pelvis et le périnée. Ce sont un, ça a pigot, l'espace compris entre le ligament inguinal et en arrière l'os coxal. Deux, en arrière, la grande incisure ischiatique. Ensuite, plus bas, la petite incisure ischiatique. Et en dedans, en avant, tu as le canal obtus. OK? Donc, rapport avec les autres. On est en train de voir la partie du chapitre qui s'appelle rapport avec les autres régions. On a vu que nous avons quatre espaces et qui permettent communication ça. OK? Donc, rapport avec l'abdomen. Le membre inférieur communique directement avec l'abdomen par l'espace entre l'os coxal, ou espace sacramenté, et le ligament inguinal. Et qui s'est passé là-dedans? Les éléments concernés sont les muscles, le muscle grand psoas, le muscle iliaque et le muscle périnée, les nerfs, le nerf fémoral et les rameaux fémoraux du nerf génito-fémoral et les nerfs cutanés de la cuisse, les vaisseaux, artères et veines fémorales et les lymphatiques. L'espace entre le noce coxal et le ligament inguinal, donc c'est toujours l'espace à la parlé, est une zone de faiblesse de la paroi abdominale. Ça veut dire que la paroi abdominale, là, il vient fragile. Okay? On peut noter des protrusions anormales et ça fait que c'est dans ce sac, vous parlez que ça va être hernie. Ça s'appelle des protrusions anormales du contenu de la cavité abdominale vers la cuisse. On dit triple cas sorti en dedans, ventant et puis sorti dans hernie. OK? C'est ce qu'on appelle la hernie fémorale. Ce type de hernie survient habituellement au niveau du passage des vaisseaux lymphatiques à travers le canal fémoral. Ça, c'est rapport avec l'abdomen. Ça se fait par intermédiaire du ligament de l'espace compris entre le ligament inguinal et l'os coxal. Deuxième partie, il y a le pelvis. Et donc, c'est ça qui est en dedans là et qui est délimité par cette ligne en pointillé. Les éléments à anatomie contenus dans le pelvis communiquent avec le membre inférieur par deux orifices principaux. Donc, ça, quand on appelle ça, le besoin d'aller au niveau du membre inférieur, il y a deux côtés que le pas passer. En arrière,
Les vaisseaux, les nerfs et les muscles communiquent avec la région glutéale par la grande incision ischiatique. Ce sont le muscle piriforme, le nerf sciatique, les nerfs glutéo-supérieurs et inférieurs et le nerf pudendal. Les vaisseaux suivants, les artères glutéales supérieures et inférieures et les veines satellites ainsi que l'artère pudendale interne. Donc, ça, c'est tout ça qui va utiliser, emprunter la voie de la grande incision ischiatique pour aller dans la région glutéale. La région glutéale, c'est la région des fesses. Le nerf sciatique est le plus volumineux nerf périphérique du corps et constitue le nerf principal du membre inférieur. En avant, le nerf obturateur et les vaisseaux sortent du pelvis à travers le plus tout petit canal obturateur. Ce canal est formé par la partie haute du foramen obturé. Foramen obturé, c'est tout ça comme bien. Donc, il rejoignit la partie supérieure, la partie haute du foramen obturé et la membrane obturatrice tibale qui ferme la plus grande partie du foramen durant la. Donc, on a vu rapport avec l'abdomen, rapport avec la région, avec le pelvis, maintenant rapport avec le périnée. Le périnée, ce sont les parties molles que tu as ici. Le périnée, ce sont les parties molles que nous avons entre les deux cuisses. Les éléments anatomiques contenus dans le pelvis communiquent avec le membre inférieur par deux orifices principaux. En arrière, les vaisseaux et les nerfs des muscles communiquent avec la région glutéale par la grande incision ischiatique. Ce sont les éléments anatomiques allant du périnée vers la région glutéale, traversant la petite incision ischiatique. Okay? Les éléments les plus importants est le tendon du muscle obturateur interne, le nerf et l'artère du périnée, et sort du pelvis par la grande incision ischiatique et pénètre dans la région glutéale. Puis contourne immédiatement l'épine ischiatique ou sciatique, OK, et le ligament sacro-épineux pour retourner par la petite incision ischiatique dans le périnée. Wow. Donc, ça, c'est sûr que nous tous, nous comprenons ça, ça me dit. Alors, pour malheureusement, on ne montre que les os et c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que les éléments de la movement qui veulent aller, ça, nous, ouais, qui veulent aller dans le monde spirituel, c'est l'espace qui est compris entre le ligament inguinal et l'os. Ça, tout le monde comprend. L'élément qui besoin aller au niveau de la région glutéale, nous pas utiliser la grande incision ischiatique, ça, je crois que nous comprenons tout. Mais qu'on y a en bas dans le périnée, alors les éléments qui doivent aller au niveau de la partie médiale de la cuisse vont utiliser le canal obturateur. Mais qu'on y a, pour arriver dans le périnée, qui ça va le faire? Élément, ça va le passer dans la grande incision ischiatique. Et utiliser aussi la petite incision ischiatique pour contourner l'épine sciatique qu'il a pour aller dans le périnée. On va le faire de façon plus détaillée lorsqu'on verra le pelvis et le périnée. Donc, c'est tout à fait normal quand vous faites commencer que nous voyons bagala antigen tablé compliqué parce que tous les termes sont nouveaux. Mais au fur et à mesure que nous allons commencer à habituer nous avec termes, ok, nous allons la ligne plus facile. Là, nous avons l'impression que 3 4 samedis, nous voyons ouais, c'est normal parce qu'on vient d'arriver et vous devez maintenant vous accoutumer avec les mots. Les points clés. Donc, nous avons les plexus, les nerfs, qui vont innerver le membre inférieur. Je n'insiste pas. Les nerfs peuvent innerver les muscles à l'intérieur, mais on peut retrouver aussi ces nerfs-là au niveau, on peut retrouver la répartition des racines nerveuses au niveau de la peau. Ça, il va finir tout important. OK? Donc, il y a des mouvements spécifiques qui sont utilisés pour tester les myotomes. C'est un petit peu compliqué, ça veut dire que, par exemple, pour gain, si tu peux faire la flexion de ta hanche, ça veut dire que ce sont les racines nerveuses L1, L2 qui marchent bien. Et sous qu'a fait flexion du genou, ce sont les racines nerveuses L3, L4, qui pour l'extension et pour la flexion, c'est plutôt L5, S2. Donc, ça, on va aller pour ça bien rapidement.
OK? De même que au niveau de la peau, on peut retrouver les territoires des nerfs. Et pour chacun des nerfs, on peut marquer ça comme un territoire. Parler rapidement parce que, oui, il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire. Donc ça, nous pas besoin peur si nous pas comprenons ni, OK, c'est normal, c'est le début. Après ça, au fur et à mesure, on va revenir dessus et vous allez comprendre. Donc, les rapports osseux et des nerfs, ici, nous avons le nerf fibulaire, OK, qui est un rameau ou une branche terminale du nerf sciatique, sciatique ouais, en l'air là. Peu de la force propriété contourne le col de la fibula et pénétrer dans la jambe. OK? Et si nerf ça, il est très vulnérable et il peut être lésé par le nomotropathie. OK, par le cadre. Et ça va vous donner une boiterie particulière qu'on appelle le stéphane. Et au niveau du membre, nous avons aussi de grosses veines. Nous avons deux types de veines, les veines superficielles. OK? Donc, le sac migrant, c'est la grosse veine sac. OK? Donc, il y a une question pour le chat. Il y a un problème de connexion. Bon, ça, de toute façon, je vais vous envoyer le lien parce que c'est enregistré et vous allez pouvoir voir le. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. On va s'arrêter aujourd'hui. Et je pense que la semaine prochaine, et on pourra, lundi, j'espère qu'on aura une salle. Et à ce moment-là, je vous ferai savoir. Sinon, on sera obligé encore de faire le cours 1. Et donc, au revoir tout le monde. Et pour l'anatomie, à la semaine prochaine. C'est-à-dire que je vais plutôt vous voir à la fin de la semaine, le vendredi, pour l'histoire de la médecine. Au revoir. Et donc, à vendredi pour l'histoire de la médecine et à lundi pour l'anatomie.